Je retrouve avec plaisir Hélène Buzzetti, Chantal Hébert et Paul Journet. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, François Legault qui a présenté aujourd'hui une vision économique, dit-il, pour un monde qui a changé. On l'écoute. Malheureusement, je pense pas qu'on va revenir à la situation qu'on connaissait il y a 6 ou 12 mois. Donc, on a le devoir d'agir, de s'ajuster. C'est quand même, j'ose le mot, là, grave ce qui se passe actuellement. Si on ne fait pas les bons choix dans les prochaines années, le Québec pourrait se retrouver avec un niveau de vie plus bas. Alors, il est question d'investissement, notamment dans Hydro-Québec, pour augmenter sa capacité. On parle du secteur de la défense, entre autres. On va investir dans les entreprises québécoises. Chantal, je commence avec vous. Est-ce qu'il y a assez de nouveaux, d'après vous, pour permettre à François Legault de se relancer d'ici les prochaines élections? Du nouveau, il n'y en a pas des tonnes. Un journaliste de nouvelles qui regarde ça, probablement a de la misère à trouver un lead, à part le fait qu'on a présenté ce document-là. Ça ne veut pas dire que c'est sans intérêt. Mais ça ne veut pas dire surtout que ça n'a pas l'intérêt de hausser la barre pour les autres partis. Le Parti libéral, le Parti québécois, Québec solidaire, qui prétendent, entre autres, prendre le pouvoir, mais qui, au niveau d'un plan économique, d'une vision économique, en ont pas vraiment présenté. Alors, il y a des éléments là-dedans qu'à peu près n'importe quel parti qui veut gouverner le Québec va reprendre. Hydro-Québec, au centre de la stratégie, c'est difficile de passer à côté. Mais ça va forcer tout le monde, quelque part, à présenter quelque chose de plus cohérent qu'une critique du gouvernement. Et en passant, parce que vous avez travaillé à Ottawa et moi aussi, il n'y a pas si longtemps, on a couvert quelqu'un qui pensait qu'il n'y avait pas besoin d'un programme économique ou d'une équipe économique parce qu'il y avait beaucoup d'avance sur le parti au pouvoir. Et cette personne-là est chef de l'opposition aujourd'hui. Paul, on a l'impression que, justement, François Legault est en train d'essayer de placer la question de l'urne, comme on le dit parfois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien, si vous êtes François Legault, vous parlez de santé, c'est pas vraiment gagnant. Éducation, pas tout à fait non plus. Et l'économie, il pense avoir plus de chances parce que, comme Chantal l'a dit, c'est pas le point fort de ses adversaires. On les imagine un peu moins discourir pendant 1 heure de développement économique sans note. Et parce que François Legault, c'est vraiment sa zone de confort. Il faut quand même rappeler, quand il était dans l'opposition, il avait publié un livre sur le développement économique et l'innovation, le projet Saint-Laurent. Il a déjà profité de vacances personnelles en Allemagne pour aller visiter des usines pour jaser d'innovation. C'est le sujet qui le motive. Mais le problème, c'est que vous allez pas... On reproche souvent aux politiciens de ne pas avoir de vision. Lui, il en a une. Mais en même temps, il ne va pas changer sa philosophie économique à cette étape-ci de sa carrière politique. Donc, forcément, ses idées restent les mêmes, mais il les adapte à un contexte changeant. Hydro-Québec, il n'y a pas vraiment de neuf. La défense, c'est une opportunité, donc il va faire pression sur le fédéral, mais les libéraux, on présume, à Québec, auraient le même discours. Donc, pour l'essentiel, c'est ça, la distinction entre M. Legault et les autres partis. Et ce qui pourrait faire partie de son argumentaire électoral, c'est de continuer dans l'interventionnisme et dans la prise de risque assumée, notamment dans les minéraux critiques et aussi avec la caisse de dépôt, ce qui va nous permettre d'avoir un beau débat économique si ça intéresse assez les gens pour qu'on en parle pendant plusieurs minutes en campagne. Une des choses, moi, qui m'a frappé aujourd'hui, Hélène, c'est de voir les mots défense, minéraux critiques, rendre l'État plus efficace, réduire la bureaucratie. Oui. Moi, j'avais un petit peu l'impression d'une émulation peut-être du plan de Mark Carney à Ottawa. C'est moi, il y a des ressemblances là-dedans. Non, vous avez tout à fait raison. Ce qui m'a frappé aujourd'hui et que je trouve intéressant, c'est à quel point ce document, il est aspirationnel, un peu comme le budget du gouvernement Carney présenté la semaine dernière. Aspirationnel dans le sens où il n'y a pas nécessairement de détails très concrets ou de mesures précises avec laquelle on peut s'en aller en élection puis dire, voyez, c'est pour ça que vous devez voter pour moi parce que je vais vous offrir un chèque ou un programme. Il n'y a rien de tout ça. On propose une nouvelle vision dans un contexte de turbulence à cause de ce qui se passe sur les États-Unis. Et vous avez raison, il y a une espèce de convergence des intérêts qui sont mis de l'avant. Alors, sur la question d'allègement réglementaire,
quelle que soit la couleur des gouvernements en ce moment, c'est partout. Donc, les libéraux à Ottawa, les caquistes maintenant à Québec, mais les conservateurs en Ontario et même les néo-démocrates en Colombie-Britannique qui proposent ce genre d'allègement. La question des minéraux critiques, donc on voit cette notion là, d'investissement pour générer une industrie minière encore plus florissante et surtout stratégique dans le contexte où la Chine essaie de les utiliser contre nous, et aussi le militaire. Alors, ce que je trouve vraiment intéressant ces jours-ci, c'est de constater à quel point les politiciens canadiens, qu'ils soient fédéraux ou provinciaux, semblent tous converger dans une même direction. Et ça, franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Chantal l'a évoqué tantôt. Évidemment, il y a cette crise avec les médecins qui est jamais très, très loin en toile de fond. Et aujourd'hui, François Legault a réagi à ce grand rassemblement qu'on a vu hier au Centre Bell, 12-13 000 personnes, un mouvement d'appui, on va le dire comme ça, aux médecins et leur cause, alors que le gouvernement veut changer leur mode de rémunération. On va écouter la réponse de François Legault. Je vous fais réagir tout de suite après. S'il vous plaît, tu sais, je comprends que c'est le fun là, d'aller au Centre Bell, puis de montrer des vidéos, puis se pomper. On les apprécie tous, on les respecte tous, les médecins. Ce qu'on dit, là, c'est quand on se compare, par exemple, avec l'Ontario, même si on a plus de médecins de famille per capita que l'Ontario, on a moins de Québécois qui ont accès à un médecin de famille. Chantal, je suis curieux de vous entendre sur la réaction de François Legault. Est-ce que c'était le bon ton? Est-ce que la comparaison comme ça à l'Ontario, c'était la bonne façon de répliquer, d'après vous, après cet événement-là d'hier? La comparaison avec l'Ontario, c'est de bonne guerre. Le ton, par contre, extraordinairement réducteur. Une journée où il faisait pas beau, un dimanche où les routes étaient assez exécrables, de dire qu'on est allé se faire du plaisir au Centre Bell, c'était probablement pas à la hauteur de la réalité de ce qu'on a vu hier. Et de dire on les apprécie, bien, ça n'a pas l'air de passer, ce message-là. Et de le répéter en point de presse sur ce ton-là, ça ne va pas non plus convaincre beaucoup de médecins, je crois. Hélène, vous êtes Christian Dubé aujourd'hui, après ce rassemblement, qui est quand même un coup de force. Là. Hier, il y avait beaucoup de monde. Je la veux pas, la job. Non, bien, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui la veut. Mais ça veut dire quoi pour lui, pour la suite des choses? Parce qu'on a l'impression que tout ça vient peut-être fragiliser sa position encore plus, non? Ben, en tout cas, c'est très inconfortable, ça, c'est sûr. Je suis étonnée quand même du mot « se pomper » qu'a utilisé M. Legault. Il me semble-t-il que ça attise inutilement les tensions. Mais sur le fond, je pense qu'il a une part de vérité là, dans ce qu'il dit. Quand il dit, écoutez, là, il y a de la désinformation, on interprète mal la loi, on parle de diminution salariale de 60 %. Il n'y a rien de tout ça. On veut faire ça à coup nul. Et quand il dit, peut-être qu'il y en a qui perdront peut-être un 15 % au pire des cas, mais ça voudra dire que d'autres en auront plus parce qu'en bout de piste, l'enveloppe salariale demeure la même. Alors, la situation est difficile. Je ne vois pas comment s'en sortir. Il y a une espèce de radicalisation des deux côtés dont il semble difficile là, de se sortir. Paul? Je ne sais pas comment François Legault pourrait trouver le bon ton. J'ai plein d'exemples de mauvais ton, mais je pense que le seul bon ton en ce moment, ce serait le silence pendant quelques jours, une accalmie. Parce que peu importe ce que François Legault va dire, les médecins vont être en colère. Et c'est encore pire avec Christian Dubé. Et surtout depuis la sortie de Lucien Bouchard, où on sent une personnalisation plus que jamais, une personnification plus que jamais du conflit, où on semble dire que c'est Christian Dubé qui, on sans doute, agit jamais sans la bénédiction de François Legault, qui aurait vraiment fait déraper les négociations alors qu'elles allaient plutôt bien, du moins l'été dernier, avec la FMSQ. Donc, on a besoin d'une accalmie, mais je vous dis ça, mais en même temps, on ne peut pas laisser le problème traîner longtemps. Donc, je ne sais pas à quoi ça ressemblerait une trêve de 72 heures, puis après un retour du dialogue. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est difficile d'imaginer une sortie de crise ou une solution en ce moment. Oui, exactement. Si vous me permettez, on va rester en politique québécoise parce que, bon, il y a un nouveau co-porte-parole, Sol Zanetti, du côté de la famille de Québec solidaire, qui est le candidat, dans le fond, qui était un peu peut-être le plus ouvertement souverainiste. Tout ça au moment de tension sur la question de l'indépendance entre Québec solidaire
et le Parti québécois. On a eu un bon exemple de ça, je vous dirais, au cours des dernières heures. Si vous permettez, on va écouter un échange entre Ruba Gazal et Paul Saint-Pierre Plamondon ces dernières heures. Quand j'entends le Parti québécois aujourd'hui, je cherche cette volonté d'inclusion qui était portée par Gérald Godin, par Camille Lorrain, par René Lévesque. J'entends Paul Saint-Pierre Plamondon parler d'immigration et je vois se bâtir un camp du oui qui exclut. Il y a une autre vision de l'indépendance qui est possible. Une vision qui ouvre les bras aux gens qui viennent d'ailleurs. Québec solidaire est désespéré et tente de créer des divisions dans la population en disant il y en a qui sont québécois, il y en a qui ne sont pas québécois. Mais vous noterez que le seul parti qui dit ça, c'est Québec solidaire. Je serais curieux de commencer avec vous, Paul. Avez-vous l'impression que Sol Zanetti va mettre de l'huile sur le feu déjà sur ces tensions-là qui sont déjà assez existantes, assez présentes? Le feu brûlait déjà. Je dirais plutôt qu'il n'a rien fait pour le calmer. Cela dit, Sol Zanetti, qui était un candidat résolument indépendantiste, peut-être qu'il voulait aussi prouver aux membres de Québec solidaire qu'il ne serait pas proche du Parti québécois, mais il en a mis un peu plus que le client en demandait. Et il faut comprendre que c'est normal que QS et que le PQ s'attaquent parce qu'ils partagent certains électeurs. Surtout dans le cas de Québec solidaire, avec sa baisse significative, ils ont besoin d'électeurs qui étaient avec eux avant, qui sont passés au Parti québécois. Donc, c'est normal qu'ils se critiquent, mais il y a un problème de dosage parce que ces gens-là sont censés faire campagne dans un éventuel campagne ensemble, dans une éventuelle campagne référendaire. Et si les gens qui nuisent le plus à la crédibilité du Parti québécois, qui l'attaquent le plus, c'est ceux qui ensuite vont faire campagne avec eux, c'est un problème. Puis le Parti québécois n'est pas sans reproche, évidemment, non plus. Ils ne font pas que critiquer Québec solidaire et les qualifier de gauche radicale, ce qui semble les rendre un peu illégitimes ou suspects aux yeux de la population. Donc, si vous êtes, par exemple, un libéral qui milite pour le camp du non, vous regardez ça puis vous dites tout ce qui me reste à faire, c'est de bien choisir le popcorn et mon siège préféré. Exact. Et Chantal, est-ce que vous avez l'impression, vous, justement, que le camp souverainiste a le luxe de se permettre des déchirements comme ceux-là avant l'élection? Le luxe, je ne sais pas, mais dans le cas de Québec solidaire, il faut quand même s'entendre. La raison pour laquelle il y avait une certaine ambiguïté au niveau d'être résolution souverainiste jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a un pourcentage des électeurs de QS qui ne sont pas souverainistes et qui votaient pour le parti à cause de ses positions de gauche et de ses positions sociales. Alors, si le plan de QS pour se récupérer, c'est d'aller essayer de chercher les souverainistes qui veulent voter pour le PQ, c'est difficile à imaginer parce que quand on est souverainiste et qu'on veut un référendum, on a tendance à voter pour le parti qui a le plus de chances de former un gouvernement. Mais quand on est fédéraliste et qu'on voit ce débat-là et le PQ en avance, on a tendance à aller chercher un parti fédéraliste. Alors, je suis d'accord sur le popcorn et le parti fédéraliste ou même la CAQ parce que c'est le genre de débat, selon moi, qui peut pas profiter longtemps à Québec solidaire et qui risque d'envoyer des électeurs, effectivement, du côté de l'un ou de l'autre, vraisemblablement des libéraux. Et Hélène, vous le voyez comment, l'impact sur la cause souverainiste comme telle? Bien, j'ai toujours trouvé ce type de discours qu'on retrouve à QS et que, par exemple, Manon Massé reprenait la semaine dernière en entrevue avec Patrice Roy, ou peut-être c'était l'autre d'avant, là, mais en tout cas, ce discours consistant à dire que si on est pour faire la souveraineté, il faut nécessairement être à gauche. Quand on fait un pays, on ne peut pas décréter quelle sera l'orientation idéologique des différents gouvernements qui seront appelés à gouverner ce pays. C'est une drôle de posture, une posture qu'a déjà eu dans le passé assez lointain certains péquistes qui parlaient de ça, du projet souverainiste qui devait nécessairement être de gauche. Je pense que ce faisant, il se coupe des électeurs. Il y a des gens de plus centre-droit, voire même de droite, qui sont par ailleurs souverainistes. Mais je pense qu'il faut aussi mentionner que le profil de M. Zanetti, dans une entrevue qu'il a accordée à la presse il y a quelques jours, il disait, vous savez, dans le parti, il y a deux familles. Il y a les cartésiens et ceux qu'il appelait les artistes, ceux qui sont plus dans le senti, dans l'intuition et la remise en question des normes, disait-il. Il dit, moi, je pense que le parti est un petit peu trop du côté des cartésiens et je veux le ramener un petit peu plus du côté des artistes. Alors, c'est quand même assez étonnant parce que
Qu'est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois a essayé de faire? Au contraire, ça a été de recentrer le parti autour d'un certain pragmatisme, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Alors, M. Zanetti, en quelque sorte, nous annonce qu'il va encore plus cantonner QS dans une certaine marge à gauche, marge qui, jusqu'à présent, ne lui a pas permis d'augmenter énormément son positionnement à l'Assemblée nationale. Je vais me permettre une petite référence américaine. Paul, est-ce que les gens de Québec solidaire veulent peut-être vivre leur moment Zoran Mamdani? Est-ce qu'ils voient en lui quelqu'un qui pourrait faire rêver davantage? Comment vous l'interprétez? Bien, ça, c'est un très bon exemple. Et vous savez que le cas du nouveau maire de New York est récupéré par les deux camps à Québec solidaire. Mais moi, j'ai l'impression que le parti se perd un peu dans le débat presque sémantique sur les pragmatiques, le rêve. Écoutez, le maire de New York, il a fait campagne avec un nombre très, très limité de priorités, qui étaient des priorités qu'il croyait être capable de mettre en application dans un mandat de 4 ans. Et le recentrage de Québec solidaire, qui a été refusé par ses membres, ça voulait dire quoi? Mettre de l'avant un nombre limité d'idées qu'un gouvernement solidaire pourrait appliquer. Et là, le principal rêve de M. Zanetti, c'est de fonder un pays. Pour ça, vous avez besoin d'être élu. Et quel est le parti qui a le plus de chances d'être élu et de faire un référendum? C'est le Parti québécois. Donc, si on veut militer, faire, travailler le rêve dans la rue, ben le rêve, à un moment donné, le but, c'est qu'on se réveille et qu'on le réalise. Ça tourne en rond un peu, là. Tout à fait. Oui, c'est ça qui arrive quand la base militante se fait plaisir quand même, et on voit ça souvent, pas seulement à gauche, on voit ça à droite aussi. On se fait plaisir je veux pas être cruel, mais en prenant ses rêves pour des réalités. Et puis, on s'en va tous très contents à la maison, puis après, le jugement de l'urne a tendance à être sévère. Hélène, je vous laisse le mot de la fin là-dessus. Juste pour sauter sur cette allégorie du rêve, Paul dit des fois il faut qu'il devienne réalité, mais je pense que non, justement, QS semble prendre la même voie que le NPD, c'est-à-dire de se contenter du poste de bonne conscience au Parlement. Donc, on aspire peut-être même plus à former le gouvernement finalement. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup à vous trois. Hélène, Chantal, Paul, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine. Au revoir. Merci. Merci, bonsoir.